tu as potentiellement les deux hémisphères du cerveau qui fonctionnent bien à ce moment-là, de façon relativement synchrone, et donc ton sankalpa, c'est-à-dire l'émission de pensée positive créatrice, est plus puissant. Alors hier, c'est pas un hasard si on nous a proposé d'avoir un sankalpa collectif à l'occasion du solstice pour la paix dans le monde, en définitive, et pour tous les êtres. Parce que ce sont des moments névralgiques. Lever de soleil, coucher de soleil, solstice, pleine lune, lune noire, et pourquoi pas équinoxe, c'est plus rare. Mais là, ce sont les moments judicieux pour la pratique. Pratiquer le yoga, voilà, c'est le principe de la programmation. Mais hier, quand j'ai partagé les kriyas, à 11h du matin, c'est trop tard. Hein, c'est pas opportun. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal, c'est un festival. Mais voilà, ce sont des pratiques qui se vivent, en général, entre Brahma Muhurt, c'est-à-dire 4h du matin, et actuellement, 7h du matin. Après, c'est fini, tu as loupé le train énergétique, vibratoire, qui t'amène à la connexion de tous les méditants sur la planète. Parce que tous les méditants sur la planète, moi je vois, j'ai passé du temps avec des yogis en Inde, et même dans d'autres confréries, cisterciens, moines du désert, etc., c'est toujours les matines, le matin. C'est-à-dire 5h du matin. À 5h du matin, les gens se mettent en assise et prient ou méditent. Et à ce moment-là, toi, si tu te mets en assise, quand bien même tu n'as pas de gourou, quand bien même tu n'es pas relié à Ishvar, une divinité ou une représentation particulière, le simple fait de t'asseoir au moment opportun, tu vas capter le flot énergétique qui parcourt le monde en même temps que l'égrégore solaire, ou celui de la pleine lune, etc. Et donc tu bénéficies à distance, et souvent inconsciemment, des enseignements ou des prières qui sont projetées dans l'espace par les méditants. Moi, mon maître en kriya, donc celui qui m'a transmis les kriyas que vous avez partagés hier, pour ceux qui étaient là, je lui disais, Baba, quelle est ta fonction ? En fait, tu es tout seul au fin fond d'une grotte en haut des Himalayas. Est-ce que, sincèrement, tu sers à quelque chose, en définitive? À quoi ça sert? Mis à part ton désir de réalisation, mais qui est très égoïste, en définitive. Et donc, première question que je lui avais posée, c'était y a-t-il une différence entre toi et Mère Teresa? Il m'a dit non, nous sommes deux égoïstes. Elle veut mourir dans les bras du Christ ou de Marie, et donc elle s'active tout le temps en aidant en fait ceux qui pour elle ont besoin d'être aidés, en sachant que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire souvent on a des bonnes intentions, mais c'est pas nécessairement nos intentions qui sont efficaces en définitive. Et il dit moi aussi, j'étais égoïste. En définitive, il était égoïste, il parle de lui à la troisième personne, quand il s'est installé dans cette grotte, parce qu'il avait le désir de l'illumination. Et puis, après 30 ans de service désintéressé, comme a pu le faire Mère Teresa, elle est devenue karma yogini parce qu'elle a oublié le fruit de l'action. Elle a oublié le fruit de l'action. Donc, elle a basculé véritablement dans l'altruisme, en fait. Et il dit... En ce qui me concerne, c'est la même chose, puisqu'une fois je lui disais, Baba, tu dois être dans le bonheur, parce qu'il est tout le temps comme ça, assis au fond de sa grotte avec un sourire jusqu'aux oreilles. Tu vois, je lui dis, Baba, tu dois être dans le bonheur. Il me dit, non, il est serein. Je lui dis, quelle est la différence entre sérénité et bonheur? Il me dit, il sera dans le bonheur quand tous les êtres seront dans le bonheur. C'est-à-dire quand tous les êtres du monde minéral, végétal, animal et humain seront dans le bonheur, alors il sera aussi dans le bonheur. Parce que le bonheur égoïste, c'est pas le bonheur, c'est l'égoïsme. Le bonheur altruiste, c'est le bonheur véritable. Donc le bonheur, il ne peut être que partagé. Et du fond de sa grotte, ne voyant personne, il était quand même en empathie avec le monde. Bon, je trouvais ça assez extraordinaire. Et donc je lui disais, mais en définitive, quelle est ta fonction? Il me dit, ma fonction, c'est de méditer et de projeter dans l'espace, 24 heures sur 24, des formes pensées positives créatrices. Et du coup, toi ou d'autres qui s'assoient au moment opportun vont récupérer cet égrégore de formes pensées
D'autant plus que quand tu médites à entre 4000 et 5000 mètres d'altitude, tu es au-dessus des couches atmosphériques les plus polluées. Et tu projettes dans l'espace un égrégore qui permet à ceux qui élèvent leur conscience, quelque part, de venir chercher un train énergétique qui est moins saturé par les perturbations des basses fréquences, on va dire. Voilà, quelle était sa fonction. En fait, sa fonction, c'est d'émettre en permanence, un peu comme un signal radio, de l'amour. Et pour nous, on s'assoit, on a l'impression qu'on est seul, on peut être un peu désespéré par ce qui se passe, mais il y a des êtres qui maintiennent ce qu'on appelle les lois dharmiques, c'est-à-dire les valeurs les plus nobles, les lois universelles, on va dire. Et ce qui est adharmique, c'est le clonage, par exemple, la fécondation in vitro, les OGM, les greffes, etc. Eux, d'un point de vue yogique, on considère que c'est adharmique parce que c'est une transformation sur la matière qui te fait passer pour Dieu, en définitive. Tu vois, l'insémination artificielle, tu prends 2 tigres en parfaite santé, tu les captes dans la nature et tu mets le mâle et la femelle en sachant qu'un tigre a besoin de 500 hectares. Un tigre, 500 hectares. Donc tu les mets d'un coup dans 20 mètres carrés, hein, au cirque ou au zoo. Donc ils vont s'accoupler, mais ils ne se reproduisent pas. Ça veut dire que leur inconscient, pourtant c'est des tigres, hein, je veux dire c'est pas des grands méditants, c'est des tigres. Leur inconscient sait que se perpétuer dans un univers carcéral n'est pas judicieux pour leur progéniture. Donc ils ont beau s'accoupler, le sperme est déjà foutu et l'ovule est plus opérationnel. Parce que l'univers carcéral n'est pas bon. Et donc en Occident, au lieu de se poser la question de pourquoi on se reproduit de moins en moins bien, du fait de... Tu vois, il y a beaucoup plus de couverture psychiatrique dans les maisons à étage que dans un parc comme celui-là. Hein. Et donc, du coup, on se reproduit moins bien parce que, à force d'être névrosé, conditionné, enfermé et de subir quelque part le poids sociétal, inconsciemment, on a de moins en moins de facilité à se perpétuer. Et donc, au lieu de changer le mode social, organisationnel, hein, et de faire en sorte qu'on puisse vivre plus près de la nature, plus en résonance avec le vivant, on institue la fécondation artificielle. Au zoo, aucun animal ne naît sans fécondation artificielle, il faut le savoir. Hein, c'est-à-dire les pandas, etc., c'est 300 inséminations, quoi. Ils ne se reproduisent pas tout seuls. Et ils ont bien raison. Moi, tu me mets en cage dans 3 mètres carrés avec une partenaire féminine pour que je me reproduise, ça n'a pas de sens. Puis déjà en prison, pourquoi on va se reproduire en prison? Tu vois, en plus, ils sont innocents, tu vois. C'est même pas comme si quelqu'un avait, entre guillemets, péché et se retrouve incarcéré pour une raison qui puisse être conscientisable. Mais là, non, on prend des êtres libres, on les met en prison pour satisfaire notre ego. Moi, j'ai jamais amené mes enfants au zoo, par exemple. Parce que je voulais pas qu'ils voient leur propre incarcération. Parce qu'il y a un transfert, tu vois, ça s'appelle l'anthropomorphisme. Il y a toujours un transfert sur l'objet de recherche ou l'objet que tu perçois. C'est pour ça que si vous lisez Ethnopsychiatrie clinique de Georges Devereux, par exemple, on voit que quelqu'un qui fait de la recherche pour sauver les gens du cancer, en vivisectionnant les singes et les chiens, est d'abord un sadique qui expulse sa pulsion morbide sur l'animal avant d'être un chercheur honorable. Il faut toujours lire ce qui se passe avant le mécanisme mondain, on va dire. Il y a un mécanisme qui résiste. Hein. Et celui qui résiste, c'est la torture. Voilà, on torture. Et on a du plaisir à ça, quelque part. Ou peut-être on n'a pas de plaisir. Et parfois même, ça les dérange. Donc ils coupent les cordes vocales des chiens pour pas les entendre hurler quand ils leur font du mal, tu vois. Ils appellent ça de la recherche. Non. La véritable recherche qui puisse être efficace, c'est celle que tu vas opérer sur toi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quand tu te connais, tu sais pourquoi le cancer est arrivé.
Tu sais pourquoi tu as chopé la grippe. Tu sais pourquoi tu es tombé dans les escaliers. Et c'est jamais la faute d'un autre. C'est toujours de ta faute. Mais c'est de ta faute, peut-être pas consciemment. C'est de ta faute inconsciemment ou subconsciemment. C'est pour ça que là, Om, le Om s'inscrit. Alors maintenant on commence à le voir tatoué sur les jambes, etc. Bon, en Inde ils disent si tu tatoues le Om en dessous du sexe, c'est que tu l'as vraiment jamais expérimenté. Parce que le Om il est là sur Achinya Chakra. Il est là, il n'est pas sous la bite. Excusez-moi d'être trivial, mais bon. C'est comme porter un slip avec la photo du Christ, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... à un moment donné, il faut revenir à une conscience au moins raisonnable. Donc cette première courbe, c'est la conscience. Vous voyez, elle est toute petite en fait, c'est la conscience. Voilà, c'est dimanche matin, on se réunit autour de... Ça n'a pas commencé d'ailleurs, la non-violence alimentaire, mais on va y arriver. La deuxième courbe, c'est l'inconscient, elle est beaucoup plus grande. La troisième courbe, c'est le subconscient. Qu'est-ce que c'est le subconscient? Souvent les gens disent, qu'est-ce que c'est le subconscient? Bon, l'inconscient, on en a une idée, on va chez le psy, on va ressortir par la verbalisation des images que le psy va décoder, et il va avoir une lecture de notre inconscient. Mais dans le subconscient, il n'y a pas d'image. Ce sont des imprégnations émotionnelles. Et souvent, elles sont imprégnées en bas âge, quand on est tout petit. C'est-à-dire, je donne un exemple, papa ou maman, on ne va pas faire de sexisme, sont en train de laver le bébé, et puis il y a une panne d'électricité. La baignoire est pleine, la table allongée est là, et donc... Ah mince, on va pas descendre à la cuisine qui est au rez-de-chaussée avec le bébé dans les bras, au risque de tomber dans les escaliers, donc on laisse le bébé là sur la table allongée. Mon chéri, papa descend chercher la lampe électrique dans le tiroir de la cuisine et remonte. Vous descendez en courant, vous tirez le tiroir à tâtons, vous prenez la lampe, clac, vous allumez, vous remontez les escaliers, et là, en arrivant, vous voyez que le bébé a roulé, il est tombé dans la baignoire. Donc, heureusement, les bébés, c'est des petits poissons, puisqu'on a vécu 9 mois comme des poissons dans le ventre de maman. Mais quand même, l'apnée a été salutaire. Donc, on sort l'enfant de l'eau, mais sans savoir s'il est toujours vivant, en fait. Et donc, on transmet une émotion. L'émotion, eau, égale peur phénoménale pour papa. Et donc, du coup, peur pour l'enfant. Ah, mon Dieu. Donc, on sort l'enfant de l'eau, et là... Soit à l'âge de raison, vous allez verbaliser à votre enfant, tu sais mon chéri, c'est-à-dire 7 ans, vers 7 ans, tu sais mon chéri ou ma chérie, quand tu avais 6 mois, tu as roulé, tu es tombé au fond de la baignoire, on a eu peur que tu sois mort noyé, mais en définitive, sache que l'eau n'est pas un danger pour toi. Vous le verbalisez, l'enfant, clac, il va désamorcer l'imprégnation subconsciente, c'est-à-dire sans image, eau égale danger. Si par contre, à l'âge de 7 ans, vous ne le verbalisez pas à l'enfant, c'est-à-dire à l'âge de raison, alors, à ce moment-là, il y aura une peur sans image, sans possibilité de verbalisation, imprégnée dans les cellules, que l'eau est un danger pour cet enfant. Et du coup, cet enfant, ça ne sera jamais un bon marin, jamais un bon surfeur, jamais un grand nageur. Il y aura toujours une peur subconsciente de l'eau comme un danger potentiel, du fait de cette peur transmise à l'âge où l'image et la verbalisation n'étaient pas encore possibles pour l'enfant. Juste une sensation. Et donc, en fait, quels sont les moyens de se libérer de ça? En général, c'est la méditation. C'est la méditation qui fait remonter du subconscient vers la conscience, ou de l'inconscient vers la conscience, les imprégnations. Et du coup, vous traversez Maya, c'est-à-dire le voile de l'illusion, qui est symbolisé par cette 4e courbe, et vous arrivez à Bindu, le point de méditant. Méditer, c'est être redevenu maître des 3 états de conscience en conscience. C'est pas s'asseoir sur un tapis et penser intellectuellement que l'on médite. C'est pas ça, méditer. Méditer, c'est être redevenu maître des 3 états de conscience en conscience. Donc vous voyez que c'est pas du tout le même programme que de s'asseoir et de penser intellectuellement que l'on médite. Même si au départ on va s'asseoir
Et on va essayer de penser qu'on médite, et puis ne plus penser qu'on médite, et puis peut-être au bout de 10 ans, on sera investi par moment par la méditation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui la provoquons, c'est elle qui décide de nous investir, la méditation. Et pour ça, vous le savez, le yoga, notamment à travers Patanjali, mais d'autres textes aussi, recommande une méthodologie. Là où la méditation pleine conscience se fourvoie, c'est qu'en fait, ils font fi de la méthodologie. Et donc, on en vient à notre rencontre. Si là, par exemple, je vous dis, fermez les yeux, on va se relaxer. Alors, allez-y, fermez les yeux, on va se relaxer. Voilà. Et là, ça vous a détendu ? Vous allez dire non. Bon. En fait, cette musique hard rock ou trash ou punk que je viens de jouer une fraction de seconde, c'est la même vibration que celle que vous offrez à votre corps lorsque vous mangez un animal qui est le résultat de l'industrialisation. C'est-à-dire, c'est la torture. C'est la musique de la torture. La musique de l'horreur, de l'effroi, de la torture, de l'agonie lente, dans les filets dérivants, à l'abattoir, etc., etc. La peur, l'effroi. Et donc, est-ce que c'est décemment une nourriture acceptable pour notre corps, pour notre psychisme et pour notre spiritualité, on va dire, que de se nourrir avec ce type d'aliments? Vous allez dire, ben non, c'est vrai que c'est pas vraiment compatible avec la musique céleste que j'aurais pu espérer. Mais en définitive, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans les 3 religions du livre, on nous a dit que le corps était séparé de l'esprit. Mais en yoga, on nous explique que le corps n'est pas séparé de l'esprit. En yoga, le corps n'est pas séparé de l'esprit. Donc tout ce que vous allez offrir à ce corps, à ce véhicule, va avoir une incidence sur l'esprit, obligatoirement. Une émotion, une dispute, une belle musique, une belle image... un mandala, tout cela va opérer sur l'esprit. Et plus ce que vous offrez à votre temple est paisible, plus l'esprit va devenir paisible. Et cette espèce de dichotomie, elle est pas conscientisée, malheureusement. C'est-à-dire que la plupart des Occidentaux pensent pouvoir méditer. Méditation de pleine conscience, je bois mon café, je mange mon steak, je fais méditation de pleine conscience. Non, ça marche pas. Pourquoi, depuis 25 000 ans, les yoginis et les yogis ont une méthodologie qui amène à un état de dhyana? C'est parce que c'est avéré comme une réalité tangible. C'est-à-dire qu'il faut un contexte particulier, il faut du silence, il faut de la solitude, tout au moins au départ. Il faut une alimentation non violente, etc., etc. C'est-à-dire la vérité, le contentement, tous ces aspects. Et malheureusement, chez nous, pour des questions de vitesse, encore une fois, de réappropriation sans faire l'effort d'eux, on élimine tout ce qui serait dérangeant d'un point de vue mondain pour ne laisser qu'un yoga matérialiste, en définitive. Très matérialiste. Et pas du tout spirituel dans le sens vibratoire. Et donc, quelque part, un des aspects fondamentaux, au-delà de la compassion pour le règne animal, etc., etc., que d'amener une cohérence alimentaire dans sa pratique spirituelle, c'est surtout de pouvoir générer un état vibratoire qui nous amène à un état paisible. Et plus vous allez pacifier... En fait, en Inde, les babas, ils m'ont dit, voilà Philippe, il te faut 7 ans. 7 années lunaires, sans manger de viande et de poisson, pour commencer à pénétrer dans ta méditation la vibration du monde végétal. Parce que quand vous allez vous asseoir sous ce vieux châtaignier, ou les vieux chênes, ou les frênes qui sont là, il y a une vibration qui est dégagée par la plante, qui vit dans un espace-temps qui est plus lent que le nôtre. Les arbres se déplacent, les plantes se déplacent, mais à une vitesse qui, proportionnellement à nos capacités, est beaucoup plus lente. Mais quand vous ingérez que du végétal, comme moi je le fais depuis 40 ans, en définitive, vous ralentissez votre métabolisme. Vous le végétalisez.
hein. Cette végétalisation du métabolisme, elle amène à un état de méditation qui est très stable et très paisible, en fait. Ça a du sens, hein, c'est logique, hein, tout ça c'est logique, en fait. Mais ça ne procède pas de la séparation, c'est-à-dire le yoga c'est l'union. Donc chaque action a une conséquence. Et pour voilà, sortir de la logique de causalité, en fait, qu'on appelle le karma, ben, on cherche à s'extraire des actions les plus préjudiciables, celles que nous engendrons. Alors après, je vois, il y en a qui me regardent comme ça, l'air de dire, oh là là, comment je vais faire pour arrêter mon sandwich au jambon ou mon... Alors, il y a d'autres raisons. Bon, déjà, il ne faut pas développer de culpabilité, hein. Le premier aspect de la première marche du yoga, c'est Ahimsa, c'est la non-violence. Mais la non-violence, c'est pour soi-même, hein. Donc ça veut dire quand il y a des gens qui arrivent au yoga qui me disent « Bon, Philippe, je mange encore du poulet 2 fois par semaine », je dis « Ok, Om Namah Shivaya, tu manges du poulet. » Puis plus tu vas respirer, plus tu vas finir par apaiser ton esprit, moins ce poulet sera nécessaire en définitive. Tu vois, il va te quitter tout seul. Voilà, il n'y a pas d'effort à faire, quoi. C'est comme les gens qui sont tabagiques ou alcooliques. Quand ils commencent à respirer, quand ils commencent à s'installer en yoga, mais pour ça, il faut du temps. Moi, souvent, ce que je vous ai dit hier, hein, j'observe qu'il faut 10 ans. 10 ans de pratique pour... vous faites du yoga, 10 ans où on fait du yoga, donc il y a une action volontariste avec l'ego. Hein, c'est l'ego qui nous pousse à faire du yoga, on se lève le matin, c'est bien. Et au bout de 10 ans, c'est le yoga qui nous fait. C'est-à-dire qu'en fait, les 40 000, les 50 000 ans, 100 000 ans d'expérience yogique de cette humanité, parce que vous connaissez, dans le christianisme, il y a le jardin d'Éden. Hein, le paradis perdu. Le paradis perdu, on l'a tous vécu. On l'a dans nos gènes. C'est-à-dire on a vécu 1 million d'années sur cette planète, sans frontières, sans État, sans chef en définitive, nomade. On parcourait la planète sans savoir même si elle était finie, dans tous les sens. Hein. Et donc on se nourrissait en fonction de la mémoire que l'on avait des denrées qui poussaient selon certaines saisons. D'ailleurs on est resté des millénaires végétariens. Hein. On a un système digestif qui correspond aux herbivores. Et on a une dentition qui correspond aux herbivores. On n'est pas du tout des carnivores. Nous sommes des herbivores physiologiquement. Le renard, je vais te donner la parole, le renard il a un système digestif qui est très court et qui digère les plumes, le poil, les ongles, les dents, ça digère tout. Très court, sans alvéoles, avec énormément d'acidité. Nous, il est comme celui des vaches, très long et plein d'alvéoles. Donc si dans ces petites alvéoles partout, vous mettez de la viande, ça génère de la putréfaction. Surtout si vous ne pratiquez ni le jeûne, ni Naoli Kriya ou d'autres kriyas hein, qui barattent en fait le système digestif et qui permettent de chasser les toxines, à la fois dans le jeûne et dans le mouvement. Mais si vous mangez de la viande et que vous êtes sédentaire, alors dans toutes ces petites alvéoles, il va y avoir une putréfaction, c'est-à-dire une décomposition, qui fait que les gens puent. Hein, ils ont beau se mettre du parfum, ils puent, en fait. Mais oui, c'est tout ça, la viande. Hein. Et ils ont des migraines, ils sont fatigués, ils ont besoin de plus dormir, ils sont angoissés, ils ont des peurs. Hein. Ils fatiguent leurs organes internes, la rate, la bile, le foie, les reins, le pancréas. Tout ça, ça en peut plus de pomper les poisons. Hein, qui sont recyclés dans le système. Alors que quand vous êtes végétarien, le système est beaucoup plus léger. Il est plus propre. Alors si en plus vous jeûnez 2 fois par mois lors de Ekadashi, hein, ce qui est préconisé en yoga, un jour de jeûne, 15 jours après 11 jours après la pleine lune, 11 jours après la nouvelle lune, Ekadashi, c'est vrai. Et là, durant ce petit jeûne, hein, vous nettoyez le système digestif. Alors, idéalement, c'est 3 jours. Mais déjà, 24 heures, c'est super. Oui, tu voulais... En fait, c'est en lien avec ce que tu avais dit au départ
pousser la réflexion. Oui. Si on écarte la façon dont sont tués les animaux, juste le fait de manger de la viande, tu disais que ça ne nous convient pas. Avant que tu dises qu'on est herbivore, et je me demandais en termes d'énergie, en fait, pourquoi, vu qu'on est des animaux, pourquoi on ne serait pas plus amené à manger des animaux que des végétaux? Et après, tu as dit qu'on était herbivore, donc peut-être répondu à la question de cette manière. Alors, je réponds d'une autre façon. Puisque là, j'ai face à moi un public de chercheurs de vérité. Ama, la sainte indienne, Ama Amrita Ananda Mahi Devi, elle disait « Mes enfants, c'est une grâce que d'être incarné dans un corps d'humain. Il serait temps de quitter votre animalité pour développer votre divinité. » C'est tout. C'est-à-dire que nous avons l'incroyable grâce d'être conscients. Si tu veux, on a la conscience, si tu veux. Tu vois, le serpent, je ne dis pas que le serpent n'est pas conscient, mais il agit comme un reptile. Tu vois, paf. Le lion, il y a une antilope, il la prélève, en général sans la torturer, même si la mort nous apparaît à nous un peu lente, mais c'est quand même relativement rapide. Et une fois que l'antilope est prélevée, elle est mangée, puis des fois le lion, pendant 10 jours, il ne mange plus rien, tu vois. Puis de nouveau, il va manger une autre antilope ou un autre animal. Déjà, nous, on mange 3 fois par jour, ce qui est trop. Et on mange... À la limite, moi, quand j'étais gamin, j'en avais un peu après les chasseurs, parce que je vis en pleine forêt, au milieu des bois. Ils ont tué mon chat, ils ont empoisonné mes chiens à la strychnine. Il y a même un chasseur qui a tiré une balle à sanglier à 50 cm au-dessus du couffin dans lequel dormait ma gamine de 6 mois, tu vois, parce que les mecs, ils chassent, et à 1 kilomètre, boum, ils font des trous comme ça. Donc, ils ont trouvé dans la façade de la maison, enfin bon. Et puis j'en avais un peu après les chasseurs, tu vois, que je voyais braconner les écureuils, tuer les hiboux, enfin toujours le même délire, laisser leurs canettes de bière. Parce que moi je vis dans les bois, donc je vois ce qui se passe. Ceux qui vivent en ville, ils voient rien. Mais quand tu vis dans les bois, tu vois ce qui se passe. Des pièges à loups, enfin tous les trucs. Et donc, aujourd'hui, je me dis, il vaut mieux un chasseur raisonné, on va dire, qui prélève son lièvre et qui le partage en famille, ou un chasseur qui va tuer un sanglier ou un faisan, et il va le manger, plutôt que quelqu'un qui dit « j'aime pas la chasse, j'aime les animaux » et qui va déposer 15 balles chez son boucher pour acheter de l'agneau en batterie, ou du cochon torturé. Tu vois, en fait, c'est plus hypocrite, quoi. C'est plus hypocrite. Et d'autant plus que la viande est plus saine quand elle est issue de la chasse, en fait, comme le faisaient les peuples premiers, après la glaciation. Parce qu'en fait, c'est la glaciation qui nous a amené à manger de la viande. Parce que les baies dont on se nourrissait sont devenues plus rares, du fait de l'hiver qui en finissait plus d'être long. Donc on a conjointement développé le feu et la viande. Et certains disent que c'est un des progrès fondamentaux de l'humanité, mais en définitive, non. Parce que si on se réfère à notre vie de nomade, sans notion de propriété, d'État, de hiérarchie, de frontières, etc., on était beaucoup plus paisible avant. D'ailleurs, il y a 0,001% de l'humanité qui vit encore comme ça, notamment une tribu amazonienne qui s'appelle les Oé. Les Oé d'Amazonie centrale, ils sont encore à 300 km de la première route, même si les routes arrivent de tous les côtés, les déforestateurs, les pétroliers aussi, etc. Mais ces Oé, quand les anthropologues leur ont rendu visite par hasard, parce qu'il y a un avion qui survolait la canopée pour faire des prospections minières et pétrolières, et puis ils ont vu du feu qui sortait de la forêt, comme ça, enfin de la fumée qui sortait de la forêt. Donc ils ont parachuté des gars dans cette zone, et ils sont tombés sur une tribu de 250 personnes qui vivaient comme il y a 10 000 ans, en fait. Nomades, etc., nus. Zoé, ça veut dire nu. Donc en fait, ils sont nus, Ils sont polygames et endogames. Ça veut dire que chaque homme peut aller avec chaque femme avec chaque homme, parce qu'ils n'ont pas de notion de propriété. Ils disent pas c'est ma femme. Ils disent c'est la femme, c'est l'homme. Donc comme il n'y a pas de notion de propriété, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'argent.
Il n'y a pas de mot pour signifier viol, prison, inceste, flic. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ces mots-là. Donc ça veut dire qu'ils ne le vivent pas. Chaque enfant considère les papas potentiels de la tribu comme son papa, parce qu'on ne sait pas qui est papa. Donc on appelle tous les hommes tontons. Et comme tous les hommes sont appelés tontons, tous les hommes aiment chaque enfant de la tribu avec le même amour, comme si c'était leur propre enfant. Vous voyez ? Donc c'est très équilibrant d'un point de vue psychique pour tous ces enfants, en fait. Et ces gens-là ont 80% de leur alimentation, c'est des fruits, des tubercules, des racines. 12%, c'est des poissons, 8%, c'est de la viande. Et donc nous, on aurait fonctionné comme ça à peu près pendant 1 million d'années, vous voyez. Donc beaucoup plus proche du végétarien que du carnivore. Et en plus, sachant qu'ils sont totalement en implication et en résonance avec la vie, hein, sans séparation, ils sont en yoga donc en fait. Hein, ils savent que ce qui est à l'extérieur d'eux est aussi à l'intérieur. Ils sont vraiment en yoga, ils sont unifiés. Il y a deux exemples que je vais vous donner. Le premier, c'est que l'anthropologue, à un moment donné, il dit « Mais vous êtes toujours souriant, parce que c'est normal. Sur une journée comme aujourd'hui de 14-15 heures de disponibilité solaire, hein, puisqu'on est... ils vont chasser ou œuvrer pour la communauté 2 heures par jour. C'est-à-dire ramasser un peu de bois, etc. 2 heures par jour. Ils vivent tous sous la même grande... comment on appelle ça ? Une maloca, quoi, une grande bâtisse de feuilles tressées, et ils dorment dans des hamacs. Hein, donc ils sont 250 là-dessous. Donc il n'y a pas d'espace privatif, en définitive. C'est qu'un espace collectif. Mais parce que pour eux, c'est pas tabou de faire l'amour au bord de la rivière avec la présence qui accepte de partager ce moment-là, parce que c'est leur vie. Ils n'ont pas de tabou. Hein, moi, j'ai vécu auprès des Jains en Inde, et j'ai été accueilli par une famille de Jaina. En Inde, Jain, c'est ceux qui vivent nus, digambara, vêtus d'espace, et qui balaient devant eux pour éviter d'écraser les êtres vivants. Ils sont véganes, ils boivent juste un verre de lait de temps en temps, et ils balaient devant eux pour éviter de tuer les êtres vivants. Hein. Ils sont 4 millions. En fait, en Inde, c'est la secte la moins violente de l'humanité, aujourd'hui, on va dire, les Jains, en général, parce qu'ils prennent même pas les transports en commun, ni rien, ils sont toujours à pied, normalement. Et donc là, je me retrouve accueilli dans cette famille de Jain, tout le monde était nu. Moi, j'étais habillé. Au bout de 3-4 jours, je me sentais pas bien. Je me disais, mais quel abruti, quoi. Mais t'es castré par ton système judéo-chrétien. Tu n'arrives pas à te foutre à poil, quoi. T'es vraiment pas détendu, quoi. Eux, c'est à poil, mais... Puis à un moment donné, j'ai dit, bon allez, je franchis le cap, quoi. Ils sont tous nus, de toute façon. Ils m'accueillent là avec le sourire et tout, je me mets à poil. Et là... ça n'a rien changé, en fait, parce qu'eux, ils voient mon bras, mon sexe, mes yeux de la même façon. Parce qu'il n'y a aucune perversion, vous voyez, il n'y a pas de perversion. Quand les gens sont nus, ils n'ont pas de perversion. C'est plus on couvre, en fait, notamment la femme, plus on est pervers. Au point de, quand on veut la faire disparaître, c'est qu'on est carrément des malades mentaux, quoi. Hein, la burqa, faire disparaître la femme, c'est le signe de sa propre perversion. C'est pas parce que la femme est susceptible en soi d'être dangereuse. Non, elle ne l'est pas. Elle est juste naturelle. Ce qui est dangereux, c'est la façon dont on la voit. Hein. Donc plus vous faites disparaître ce qui est considéré comme impur, c'est le résultat de votre propre impureté, en fait. Et pour ceux qui sont purs intérieurement, tout est visible. Il n'y a pas de tabou. Et moi, j'ai pris conscience de ça en Inde. Vraiment, je me suis retrouvé à poil avec des gens qui me regardaient pas, en définitive, ou pas plus qu'avant, et ça m'a mis bien. Je me suis dit, ah, que c'est cool. Mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai été... Et pourtant, j'ai des parents qui sont vraiment peinards. Hein. Mais franchement, je me suis dit, mais quel enfermement psychique, quoi. C'était violent. Hein. Et là, boum, ça m'a fait du bien. Bon, enfin. Donc les Zoé, ils sont tout le temps nus. Donc en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Le corps est le corps. Et donc...
l'anthropologue, à un moment donné, leur dit, mais est-ce que, puisque vous n'avez pas de mots pour signifier mauvaise humeur, violence, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de médecin, il y a juste quelqu'un qui officie pour les rites de mort, et c'est tournant tous les 5 ans. Chez eux, c'est comme ça, c'est tout. Ah, mais est-ce que ça vous arrive parfois, dans votre société, de vous lever du pied gauche? Et donc, ils mettent 3 jours pour expliquer le sentiment de mauvaise humeur. Vous comprenez, pour une société qui ne sait pas ce que c'est qu'être de mauvaise humeur, ils mettent 3 jours pour expliquer qu'on peut se lever du pied gauche, être un peu chagriné. Comment vous faites pour ramener cette personne de mauvaise humeur ou qui aurait fait une bêtise à nouveau dans la normalité? Et donc là, les Zoé, une fois qu'ils ont compris le concept, ils disent « Ah, oui, alors notre façon de ramener celle ou celui qui est un peu déviant, on se met à 5 ou 6 dessus, on lui fait des chatouilles, et quand il éclate de rire, il est redevenu normal, il est redevenu Zoé. » Vous imaginez les flics, là vous êtes en bagnole, hein, vous passez au feu orange, ils vous arrêtent. Bon, tu le feras pas, hein, la prochaine fois tu feras attention. Hein. Mais bon, on se marre, mais on vivrait, on serait dans le bonheur. C'est ça, une société équilibrée, quoi. Je veux dire, c'est toute la mise en œuvre hier pour cette paix, en fait, c'est ça, c'est appliquer socialement une coercition qui n'en soit pas une, qui soit une éducation faite par l'amour. Et en plus par la dérision, le rire. Mais eux le font. Et nous sommes le résultat de cette civilisation. On a vécu 1 million d'années comme ça, comme les Zoé. On a vécu 1 million d'années. Et l'autre exemple, deuxième exemple que je vous donne, qui est absolument phénoménal, c'est à un moment donné, les caméramans, anthropologues, ils suivent la tribu. Maintenant, on ne peut plus y aller. Hein. C'est patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire on ne peut plus aller les emmerder, parce qu'il y en a qui voulaient leur vendre du petit Jésus, etc. Les autres, ils ont dit, mais c'est Jésus déjà. C'est tous des petits Jésus. Vous n'allez pas leur vendre un Jésus supplémentaire. Ils sont déjà Dieu. Il n'y a pas besoin de les emmerder, quoi. Les convertir à quoi? Ils sont déjà dans la pureté totale. Donc il n'y a pas besoin de croire à quelque chose de plus. Donc ils vont chasser, exceptionnellement. Ils sont dans la forêt. Bon, ils ramassent des baies, des fleurs, etc. Puis à un moment donné, ils voient un toucan, là, sur un arbre. Et, avec la sarbacane, ils le tuent, ils prient, on les voit, ils sont comme ça. Ils font. Et puis ils mettent le toucan sur l'épaule et ils rentrent à la grande tente collective, à la maison. Et là, incroyable, il y a un jaguar qui est sur un arbre, qui saute sur un des membres de cette file indienne, hein, qui l'attrape au cou et qui le tue. Et les autres, ils sont là avec les lances et les arcs qui se sont arrêtés, en fait, comme ça. Et l'anthropologue, il filme, il dit, putain, mais c'est pas possible. Ils sont armés, ils laissent leur frère se faire bouffer par le jaguar sans réagir. Comme ça, ils sont tous comme ça. Ils bougent pas. Le jaguar étouffe le membre de la tribu et le tire et part dans la forêt avec. Et là, l'anthropologue arrive et dit mais c'est pas possible, vous êtes armés, vous avez des lances, des arcs, le jaguar est venu, il a pris un de vos frères, vous auriez pu le sauver. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Et les autres se tournent, imaginez, hein, ils se tournent comme ça, avec toujours un sourire et des yeux remplis de paix. Ils disent mais nous sommes le jaguar. Alors l'anthropologue, il ne comprend pas, quoi. Il dit, mais comment? Non, vous n'êtes pas le jaguar. Il dit, si, parce que si nous tuons le jaguar, il y aura plus de singes. S'il y a plus de singes, il y aura moins de fruits et de légumes. S'il y a moins de fruits et de légumes, on va mourir. Donc nous sommes le jaguar. Waouh. Et pourquoi le jaguar, il a tué le... Parce que le jaguar, c'est un carnivore. Lui, il a besoin de manger. Oui, le jaguar, il mange... Jaguar, léopard, le tigre, ils peuvent manger de l'humain de temps en temps, même si je pense qu'il n'y a pas bon goût. Mais les Zoé, ils doivent avoir bon goût. Les Zoé, ils doivent être bons à manger. Et le toucan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des grands singes, en fait. Hein. Et le toucan? Et oui, le toucan, il est resté sur le dos, il a été ramené à la tribu. Et donc, ils n'ont pas peur, les Zoé? Non, ils n'ont pas peur. Parce que c'est la peur. Non, ils n'ont pas peur. Ils sont dans la vie. Quand vous êtes dans la vie, la peur n'existe pas. Ben, la mort, c'est la vie, en fait. La mort, c'est la vie. Le problème
le problème de la conception du temps selon notre imaginaire occidental et moyen-oriental, c'est la fin. Si tu considères que la mort est une fin parce qu'on t'a expliqué depuis ta naissance que le temps pour toi c'est naissance, mort. Donc c'est un temps linéaire, tu vois, c'est un temps linéaire qui est ponctué par naissance, mort. En Inde, chez les Oé, chez les animistes, chez les chamans, et aussi chez les bouddhistes, le temps, il n'est pas linéaire, il est cyclique. Naissance, renaissance. Naissance, renaissance. Naissance, renaissance. Donc, quand tu es construit selon un concept de naissance et renaissance, la mort n'existe pas. Quand tu es construit psychiquement selon un concept de naissance-mort, alors tu veux jouir dans ta vie, dans ta courte vie. Tu veux jouir. Et donc tu prédates. Tu prédates parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, si tu veux. Mais quand tu es dans la vie, tu ne prédates pas. Et le yoga, c'est arriver à nous installer dans la vie. Réaliser, prendre conscience que la vie, en fait, ne procède pas de la séparation, en fait. Il n'y a pas de séparation dans la vie. Brahma. Hein, hier, on a pratiqué Brahma Mudra. Brahma, c'est le temps. Mais le temps, il est artificiel. Il n'existe pas, en fait. On a une conception du temps, d'ailleurs, qui a été incroyablement réduite. Puisque les Oé, ils vivent avec un temps solaire. Le soleil se lève, le soleil se couche, tu vois. Et quand le soleil se lève à 6 heures du matin et se couche à 22 heures, comme en ce moment, bon, ben, tu as 14 heures d'espace-temps solaire de disponible. Et on a vécu 1 million d'années sur la Terre comme ça. Tu vois. Puis, quand l'homme s'est sédentarisé et qu'il a commencé à utiliser la terre comme un moyen de domestication et l'animal comme un moyen de domestication, il a créé le cadran solaire. 2 heures de labour, 2 heures de repos. 2 heures de labour, 2 heures de repos. Tu vois, la lecture solaire du temps et de l'espace qui se séquence. Puis, quand l'homme a domestiqué l'homme, c'est-à-dire le taylorisme, vous avez tous vu ce film, Charlie Chaplin, il est à la chaîne 18 heures par jour, il boulonne, et quand il sort, ben, il continue à boulonner, en fait, le pauvre. Et donc, il est aliéné. Et il a la pointeuse, c'est la pointeuse qui lui donne le salaire, en fait. Et donc, dans cette aliénation spatiale et temporelle, on a conjointement créé la montre. Et la montre, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des aiguilles qui définissent dans l'espace du cadran le temps. Et dans les années 1920, 30, quand vous demandiez l'heure à quelqu'un, excusez-moi, vous pouvez me donner l'heure, la personne ouvrait la veste. Puis, elle ouvrait la poche du veston. Elle sortait la montre. Elle ouvrait la montre. Et donc, elle vous donnait l'heure après déjà 5 minutes qui s'étaient écoulées. Donc, alors j'explique, parce que c'est vraiment intéressant, parce que... Vous allez voir. Voilà, ça c'est la montre. Donc, pour une configuration qui est comme ça, midi, là on a écart, la demi, moins quart. Donc pour une configuration comme ça, quand en 1920 on mettait 5 minutes pour vous donner l'heure, alors la réponse était oui mon brave, voilà, il est entre midi et quart et la demi. On ne pouvait pas vous dire, on avait perdu 5 minutes déjà pour vous donner l'heure, donc on n'allait pas vous donner une réponse précise. On disait c'est entre quart et la demi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 1920, entre écart et la demi, vous avez encore 15 minutes d'espace-temps disponible. 15 minutes d'espace-temps disponible, c'est beaucoup d'espace. C'est d'ici à la gare de Graz, à pied. À 130 km/h sur le périph', c'est beaucoup d'espace, vous voyez, hein, 15 minutes d'espace, c'est beaucoup d'espace. Puis, dans les années 1960, la montre, elle a quitté la poche du veston, etc. Elle est venue au poignet. Excusez-moi, vous avez l'heure ? Oui ?
Et là, la réponse était plus rapide. Donc, pour la même configuration, oui, il est entre 20 et 25. D'accord ? 5 minutes d'espace-temps disponible. Alors vous allez dire, 5 minutes, c'est pas beaucoup. Mais 5 minutes sous la roulette du chirurgien dentiste, c'est long, hein, des fois. Souriez, c'est long, 5 minutes. 5 minutes pour l'orgasme du français moyen, c'est long, hein. Bon, 5 minutes en courant, je suis capable d'aller là-bas, voir les jolies sculptures au pied de ces arbres somptueux qui sont sur le chemin du silence, par exemple. 5 minutes, hein, en courant. Voilà. Donc, 5 minutes, c'est encore de l'espace. C'est peu de temps, mais c'est encore de l'espace. Mais aujourd'hui, la montre de Philippe, il est 9h46, 17 secondes, 23 centièmes. Ça veut dire que aujourd'hui, hein, voilà, 9h46, 17 secondes, et pour les fous furieux, on a les centièmes. Hein, les fous furieux. Mais ça veut dire que l'espace a disparu. Il n'y a plus que le temps, T, qui chaque seconde se renouvelle. Hein, se renouvelle ou disparaît. Donc ça veut dire que ça, la montre digitale, c'est l'objet suprême de l'aliénation totale. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au yoga. Parce que le yoga, c'est créer une distorsion dans l'espace-temps. Je déroule mon tapis, je m'offre 2 heures. Je viens à Grète, voilà, on est assis, on est tranquille. Je passe 2 heures avec Philippe, je vais faire 2 heures avec Anna, 2 heures de... J'ai pris mon week-end, vous voyez. J'ai pris du temps. Mais néanmoins, aux Jeux Olympiques, on va applaudir des gens qui passent 8 heures par jour pendant 10 ans à regarder une ligne bleue au fond du bassin sous anabolisant pour gagner à l'arrivée 1/1000 de seconde. 1/1000 de seconde. Les 3 skieurs qui sont arrivés premiers aux Jeux Olympiques à 140 km/h sur des skis, après 4 km de descente, ils étaient dans le même centième de seconde. Ça veut dire que ça, c'est la ligne d'arrivée, vous voyez. Le premier, c'est ce qui sont là. Le deuxième, c'est ce qui sont là. Le troisième, c'est ce qui sont là. Après 4 km de descente. Et c'est pareil en natation, c'est pareil au sprint, c'est pareil à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens perdent leur vie, parce que c'est ça, hein, d'un point de vue yogique, quand moi je parle avec les sadhus, hein, qui vivent dans un espace-temps qui est celui du cosmos et des Zoé, ils me disent « Ayrton Senna, il est mort à 33 ans, dans sa voiture qui roulait à 300 km/h dans un virage, il m'a dit pour ça, Philippe. Pour 1/1000 de seconde, il est mort. C'est quand même con d'être incarné dans un corps d'humain avec la conscience qui te permet de connaître l'absolu et de mourir pour ça. Il me dit, vous êtes devenu fou en Occident. Vous applaudissez des mecs qui tournent en rond dans des bagnoles et qui se tuent. Vous êtes fous. Vous applaudissez des gens qui sont des toxicomanes. Les cyclistes au Tour de France, les sportifs de haut niveau, c'est tous des toxicomanes. Vous applaudissez des toxicomanes alors que vous avez interdit la légalisation du cannabis, et les mecs qui sont tous sous anabolisants, sous coke, sous amphétamine, pour gagner 1/1000 de seconde. Vous les applaudissez, vous leur filez une médaille d'or. C'est l'aliénation suprême. Mais on en revient à nos petits moutons torturés. Quelle est une des raisons de la vitesse? C'est la viande. La viande, c'est de l'adrénaline. Plus un animal souffre, plus il dégage dans ses tissus de l'adrénaline. Si moi, vous me torturez, là, maintenant, avant de me manger, cette horreur que je vais vivre va générer de l'adrénaline qui va passer dans mon sang. C'est pour ça que les juifs font halal, kasher, et les autres halal. Mais c'est bon, c'est la même ineptie, c'est-à-dire qu'on saigne l'animal, mais de toute façon, le sang reste dans les tissus. On saigne l'animal parce que le sang est chargé d'adrénaline, en fait. Mais s'il y a trop d'adrénaline dans les tissus, de toute façon, ça reste. Et quand vous mangez de la viande torturée, qu'est-ce qui se passe? C'est un shoot d'adrénaline. C'est la nourriture des kshatriyas. Des guerriers. Et encore, c'était pas une viande qui était pleine d'adrénaline, c'était une viande normale. Mais plus vous mangez une viande qui est farcie d'adrénaline, plus vous allez vite.
plus vous allez vite, plus vous tenez le choc. Aujourd'hui, les 3 drogues qui prédominent en Occident et qui sont, on peut dire, dépénalisées, café, drogue de travail, c'est une drogue de travail. Une tasse de café, 24 heures de nettoyage pour votre foie. Votre foie va travailler pendant 24 heures après une tasse de café pour éliminer le feu incroyable de la torréfaction. Le feu de la torréfaction est une brûlure, tu vois, 1000 degrés pour noircir les graines de café. Donc quand ça va dans ton foie, et 1000 degrés dans ton foie, alors si tu es pitta, comme moi, tu bouffes le micro, tu casses tout. Si tu es, si tu es kapha ou vata, bon, vata, ça te déstabilise. Kapha, ça va à peu près. Un café, ouais, ok, ça va. Bon, je suis trivial. Hein. Le vieux Swami, médecin ayurvédique, Swami Yogananda Bharati, auprès duquel j'ai passé une quinzaine d'années, il me disait, Philippe, les gens font beaucoup de fioritures avec l'Ayurveda, mais il me disait, normalement, le yogi est tridoshique, c'est-à-dire, il a 30% Vata, 30% Pitta, 40% Kapha, par exemple. Donc 40% Kapha, c'est ta signature. Si c'est plus de 10% que les autres, c'est pathologique. Donc il disait, alors soit tu t'es trompé de yoga, soit si c'est plus de 10%, c'est pathologique. Donc il me dit, normalement, le yogi qui pratique depuis un certain temps, il devient tridoshique. C'est-à-dire qu'il est capable de puiser dans les énergies qui sont à sa disposition, même s'il a une signature. Voilà, moi j'ai une signature, ça serait plutôt Pitta, mais après le reste, ça s'équilibre en fait. Et je sais très bien que si je mangeais un steak issu de la torture, le Pitta s'enflamme. Si je bois un café, le Pitta s'enflamme, vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Et après, la troisième drogue qui aujourd'hui envahit l'Occident, c'est la coke. Parce qu'il faut aller vite. Pourquoi on prend des amphétamines, du café, de la coke, de la viande rouge et de l'alcool ? Parce que, en fait, il faut aller de plus en plus vite. Je m'explique, hein. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, je prends le train. 16h45. Le train qui me redescend sur Montpellier. Si j'arrive à 16h46, eh ben, j'ai perdu 800 km de distance. Donc, pour gagner ces 800 km d'espace-temps, je suis obligé de me conformer et de me contraindre à 16h45. Si je veux prendre le temps, comme on dit, et que j'arrive à 16h48, j'ai perdu mon voyage. Et nous sommes orchestrés dans notre vie, comme ça, tout le temps, du réveil jusqu'au soir. Et les gens vivent tellement cette pression spatio-temporelle qu'en fait, pour la tenir, ils prennent des drogues de travail. Adrénaline, du fait de la viande, caféine, cocaïne, excitants de tous ordres, hein, alcool, hein, tabac aussi, le tabac aussi c'est un accélérateur. Enfin, et toutes les plantes qui ont été interdites en Occident, c'est des plantes qui ralentissent. Les champignons, ça ralentit, c'est interdit. Le cannabis, ça ralentit, c'est interdit. C'est pas interdit parce que c'est mauvais, hein. L'alcool, il fait 70 000 morts par an. Le cannabis, il en fait 0. C'est interdit parce que ça ralentit. Si vous consommez une plante qui ralentit, vous n'êtes pas dans la consommation. Vous êtes plus sommé d'être con. Hein, c'est triste. Donc, quelque part, l'alimentation hypercarnée, parce que n'oubliez pas, hein, je vous donne quelques stats. 1930, 30 kilos de viande par an et par personne en France. 2025, 107 kilos de viande par an et par personne. On n'a jamais mangé autant de viande. La tranche de jambon, le machin, le ci, le là, ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Aujourd'hui, en Chine, ils en sont à produire 200 000 porcs dans le même immeuble, hein, sur je ne sais plus combien d'étages. Ils se chient dessus les uns sur les autres sur 30 étages. En fait, c'est plus de la viande, c'est du poison. On colore la viande qui est grise, qui est furonculée, qui est pleine d'antibiotiques avec des colorants roses. Hein. Puis bon, pour n'importe quel humain sensible qui a côtoyé une vache et qui l'a regardée dans les yeux, qui voit son intelligence et sa douceur, n'oubliez pas, tous les animaux sacrés en Inde, c'est des végétariens. Hein. Le singe, la vache, l'éléphant. Ils n'ont pas sacralisé le chien qui encule sa mère. Non, non. Ils savent
qu'il y a des animaux qui ont plus de conscience que les autres. Regardez la différence qu'il y a entre l'abeille et la guêpe. La guêpe, elle vous attaque, elle vous pique, hein, elle vous mord. L'abeille, elle passe, elle se pose, elle part. C'est seulement si elle sent qu'elle va mourir. En plus, si elle vous pique, elle meurt. L'abeille, c'est une végétarienne. La guêpe, c'est une omnivore. Et dans le Christ a dit, tu ne tueras point. L'Église a dit, tu ne tueras point ton frère blanc qui est chrétien comme toi. mais moi, le yogi, j'entends, tu ne tueras point, ça veut dire tu ne tueras rien, tu vivras comme un yogi. Et là, j'étais encore au Kumbh Mela là, avec 500 millions de collègues. J'ai passé un mois là-bas. Et ça fait 40 ans que je parle avec les sadhus. Les sadhus, ils disent, mais le Christ, c'est un yogi. C'est une évidence qu'il était végétarien. Il est allé en Inde, d'ailleurs. Son tombeau est à Srinagar, au Cachemire. Enfin, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais c'est vraiment intéressant. Et de voir tous les apôtres de la liberté, hein, voilà. John Lennon, même John Lennon, tous ces gens-là, ils ont préconisé une alimentation non violente. Pas de façon dogmatique, mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. Bon, et moi, si ça peut vous rassurer, comme je disais hier, hein, ça fait 40 ans que je n'ai pas mangé de viande et de poisson. J'ai 61 ans, je suis arrivé en Inde, j'avais 21 ans, j'ai toujours aimé les animaux. Je me battais dans la cour de récréation, c'est le seul moment où je me suis battu dans ma vie parce que j'avais des copains, ils attrapaient les grenouilles, ils mettaient un pétard à mèche dans la bouche, ils le faisaient éclater, ils étaient morts de rire. Mais moi j'arrivais, boum, je leur tirais une pêche parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas jouer avec les êtres vivants. Mais mon grand-père était boucher. Et il me disait, Philippe, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement que de vivre en mangeant de la viande, sinon tu vas devenir chauve et tu vas perdre tes dents. J'ai dit, ah bon, tu es sûr, papy? Oui, oui, c'est sûr. Puis j'allais voir le docteur, il me dit oui, il faut manger la viande, minimum 3 fois par jour, ou 3 fois par semaine, pardon, etc. Puis j'arrive en Inde, je vois une civilisation qui tue pas en mangeant. J'ai dit, ah, ça existe, waouh. Je suis rentré, pim, végétarien, mais depuis, je ne me suis pas arrêté. Je vous garantis, comme je disais, j'ai la pêche. Hein. La super santé, la pêche, jamais malade, jamais mal au dos, jamais mal au crâne. Et puis quand je vais en Afrique avec des potes, eux, ils sont à 500 mètres des antilopes, moi je suis à 30 mètres. Et ils me disent, mais comment tu fais pour être à 30 mètres des antilopes? Nous, quand on s'approche, elles se barrent. Je dis, parce que moi je suis une vache. Elles me sentent comme un herbivore. Parce que qu'est-ce qui est le premier signe distinctif chez l'animal de reconnaissance? C'est les phéromones, hein, ce que vous sentez. Donc l'antilope, elle fait... Tiens, il a la forme d'un homme, mais en fait, il est comme un zèbre. Donc, on peut s'approcher. Ça craint pas. On peut s'approcher. Hein, c'est super. Puis alors, je vous parle même pas des méditations. Dans les méditations, tous les animaux que vous n'avez pas mangés, ils vous remercient, en fait. Merci. C'est quand même... Lisez le bouquin de Mathieu Ricard, hein, Plaidoyer pour les animaux, par exemple, hein. Vous voyez, des milliards d'êtres vivants qu'on massacre, qu'on gaspille. En plus, il y a 40% qu'on ne mange pas, qui sont jetés à l'hôpital, dans les cantines, etc. Bon, voilà quoi. Moi, je pense que, franchement, si tous les yogis français déjà, et yoginis françaises, se mettaient à pratiquer le yoga normalement, c'est-à-dire en arrêtant de consommer de la viande et du poisson, ben, ça ferait une grande différence. Parce que des fois, les gens me disent, comme hier soir, oui, Philippe, tu vas pas méditer pour la paix? J'ai dit, si, mais ça fait 40 ans, je fais des festoches et des machins, et ça change rien. Mais pourquoi ça change rien? J'ai dit, parce qu'en fait, les gens valent un point. Une fois, je demandais à un yogi, je disais, c'est quoi le point karmique? Il me disait, tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes, tu te reproduis, tu meurs, tu es un karmi, tu vaux un point. Ah, d'accord. Puis, par exemple, il y a 10 personnes qui vivent dans un immeuble, et puis il y a une 11e colocataire, en fait, qui supporte de moins en moins le fait que 24 heures sur 24, les gens balancent dans le vide ordure leurs poubelles. Donc il va voir ses voisins, gentiment, il tape à la porte, « Bonjour, je suis le voisin du 6e, alors... »
j'ai une idée, ça serait bien qu'on jette les ordures entre 7h et 9h le matin et entre 19h et 21h le soir. Ça fera 4 heures de pollution sonore et 20 heures de silence. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est une bonne idée. Donc pour un qui a une idée, il y en a 10 colocataires qui suivent, vous voyez, hein, un éclair de conscience, 10 personnes qui suivent. Eh ben, pour un Gandhi, il y en a des millions. Pour un Nelson Mandela, il y en a des millions. Pour un Christ, il y en a des millions. Pour un Bouddha, il y en a des millions. Pour un Ramakrishna, il y en a des millions. Pour une Ama, il y en a des millions. Donc plus l'individu est capable d'émettre dans l'espace une forme pensée qui puisse fédérer, et en plus de façon non violente, plus elle va rassembler. Mais c'est relatif au prana qui circule dans le corps. C'est-à-dire, plus le prana circule dans le corps, plus la pensée est puissante. Moins le prana circule dans le corps, plus la pensée est faible. Donc, 20 000 personnes qui se réunissent pour méditer pour la paix, mais qui valent chacune un point parce qu'elles mangent de la viande, elles boivent du café, elles trompent leur femme, ils vivent la vie qu'ils n'auraient pas aimé vivre parce qu'ils sont au bureau, enfermés, castrés, etc. En fait, ils valent un point. Et quand ils méditent pour la paix, ça fait que 20 000 points. Alors que, par exemple, un Gandhi, à lui tout seul, il vaut 100 000 points, vous voyez. Donc si nous tous, nous faisions véritablement du yoga, et que l'on se mette véritablement à méditer, en moins de 2, on renverse le monde imaginaire et morbide, créé par des gens qu'on ne connaît même pas, et qui nous emmerdent 24 heures sur 24. Qui nous font vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà. Mais on ne se donne pas les moyens. Quelle est votre banque? Les gens disent, voilà, machin. Sachez que les 50 multinationales les plus sordides de la Terre, Marcel Dassault, les déforestateurs, les pétroliers, etc., spéculent avec votre argent. Si vous avez 2000 balles sur votre compte en banque et que vous le laissez sur un compte lambda, cet argent sert à l'horreur. Donc la démarche du yogi, c'est je vais voir mon banquier, je lui dis tu vois les 5000 balles que j'ai d'épargne relative à l'argent que me donnent les gens pour les cours de yoga, je ne veux pas les mettre sur les matraques à électrochoc qu'on met dans le vagin des femmes pour les torturer sans laisser de traces, qui est un brevet Marcel Dassault français, je veux que mon argent tourne proprement. Ah oui, mais monsieur Djorikian, c'est compliqué, vous comprenez, les multinationales, machin, là. Je dis non, mais alors je retire mon argent. Ah non, mais alors non, ne retirez pas votre argent. On va vous trouver un compte durable, raisonnable. Oui, moi je veux planter des arbres, sauver les femmes battues, machin. Oui, on va vous trouver. Il n'y en a que 2%, vous savez. Ça va nous prendre du temps. Mais oui, mais c'est mon pognon. Je vous paye pour ça. Oui, bon, d'accord, on va le faire. Ne partez pas avec votre argent. On va le faire. Et ils le font. Mais si vous n'allez pas leur dire que vous ne voulez pas que votre fric serve aux salopards, eh ben en fait, c'est comme si vous vous disputez avec votre voisin et chaque année à Noël, vous lui offrez une Kalachnikov ou un pitbull. À un moment donné, il va vous dégommer. Hein. Ah mais c'est évident. Hein. C'est évident. Hein. C'est évident. Moi, je suis un garçon pragmatique. Hein. Je ne médite pas pour la paix comme ça. Je médite pour la paix. Non. Action. Je ne soutiens pas Marcel Dassault, basta, c'est tout. Je ne veux pas que les enfants de Gaza prennent des bombes avec mon pognon. Non, je ne veux pas. Donc je retire mon pognon des enfoirés. Etc. Je ne vous dis même pas là qu'il ne faut pas manger de viande. Je vous dis, si vous mangez de la viande, vous mangez de la viande saine, propre. Vous allez voir un petit éleveur qui est là-bas dans la forêt et qui a des poules en liberté. Bon ben voilà, c'est dimanche, c'est le baptême de mon gosse et tout, j'aimerais partager une poule avec la famille. Bon, il attrape la poule, paf, il la décapite, il vous la donne. Voilà. Mais si vous financez l'horreur, vous ne pouvez pas déjà être en yoga, ce qui n'est pas possible, hein, et encore moins espérer un monde meilleur. Non, c'est pas possible, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir un monde meilleur en donnant du fric à tous les gens qui nous cassent la gueule, quoi. Ça ne marche pas. Excusez-moi, hein, je ne suis pas très... les gens que tu as pu côtoyer, les grands méditants, les sachants, ils expliquent pourquoi on en est là et
comment ça s'insère dans le cycle du monde? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'humain est devenu destructeur à ce point-là? En fait, c'est le principe des cycles. En fait, bon, vraisemblablement, là, on est dans une phase terminale du cycle de l'âge de fer qu'eux appellent le Kali Yuga, en fait, et qui a été traduit par l'Apocalypse de Saint Jean, tu vois, Nostradamus, tout ça, ça vient des Linga et des Shiva Purana, qui sont des textes très anciens. En fait, là où moi j'ai adoré rencontrer Swami Yogananda Bharati, c'est qu'il était sanskritiste, il parlait 14 langues, dont le français. Et donc il m'a... à la bibliothèque universitaire de Varanasi, à Kashi, à Benares, en fait, il me présentait des ouvrages. Il me disait, tu vois, ça, c'est les fables de Jean de La Fontaine. Mais en fait, c'est les Panchatantra. Ça a été écrit plusieurs siècles avant Jean de La Fontaine. Ça a été traduit du sanskrit vers le grec et du grec vers le français. Et ah ouais, bah ça je savais pas. Et plein de choses comme ça où je me suis rendu compte que l'Inde était un berceau de la conscience, mais phénoménal, que ce soit au niveau de la géométrie, des mathématiques, de la littérature, etc. Et donc, parmi ces textes, il y a les Linga, les Shiva Purana, qui sont des textes qui parlent déjà il y a quelques siècles de ce que nous vivons actuellement, qui est un processus de réchauffement, parce que plus le mental de l'humain chauffe, plus la Terre va chauffer. C'est anthropomorphique, vous voyez ? C'est-à-dire c'est en corrélation. Et plus il y a de l'agitation en nous, plus il y a de l'agitation dans le monde extérieur. Hein ? C'est un peu comme si... vous voyez le chien, vous arrivez habillé comme enfin, vous êtes un SDF et vous allez taper à la porte des propriétaires, le chien de garde arrive... Malgré vos habits en lambeaux, votre visage qui n'a pas reçu de l'eau pour se laver, etc., le chien sent que la personne est sincère et qu'elle vient quémander un morceau de pain pour suivre sa journée. Et donc le chien, il remue la queue, il vient lécher le visage du SDF, tu vois. Et si tu arrives habillé en costard-cravate avec ton attaché case, mais que tes intentions, c'est de spolier la famille, le chien te mord. Donc le chien, lui, passe pas par le filtre de l'image, des considérations sociales, tu vois, ou du statut, il va directement en référer à son flair, qu'on pourrait nous appeler l'intuition. Et donc, en fait, le monde aujourd'hui s'est construit selon des perspectives qui font que dès la naissance, tu es spolié. Tu vois, il y a plusieurs violences phénoménales qui s'exercent à ton encontre dès la naissance. Le fait que papa et maman ne puissent pas s'occuper de toi. Le fait que tu naisses maintenant de façon programmée et quasiment artificielle. Tu vois, le fait que... tu vois, hier, je parlais un peu des lunettes de soleil. Tu vois, les gens ont des yeux fragiles aujourd'hui ou portent des lunettes de vue de plus en plus parce que, avant, quand on naissait, on passait... Donc après 9 mois dans la pénombre du ventre de la maman, on sortait, on était mis 5 minutes à la lumière, 23h55 à l'ombre. Puis 10 minutes le lendemain à la lumière, puis au bout d'un mois, 1 heure à la lumière, et puis du coup on avait une vue extraordinaire. Parce que quand tu es tibétain et que tu passes dans le blizzard, la caravane, dans un col, si tu ne sais pas repérer les montagnes, tout le monde meurt. Quand tu es un Sahraoui et que tu lis la traversée du désert grâce aux étoiles, si tu n'as pas une bonne vue, tout le monde meurt. Quand tu es un chasseur à la Sarbacane sous la canopée et que tu ne repères pas le toucan au milieu des feuilles des arbres, tu ne te nourris pas. Donc en fait, la vue était fondamentale. 83% de nos sens, c'est la vision. Hein. Mais aujourd'hui, les enfants, ils naissent, on leur met 10 spots de 500 watts dès la naissance en pleine tronche. Tu vois, ils naissent, ils sont carbonisés des yeux. Puis après, toute la famille passe avec l'appareil photo, portable ou avec les flashs, et regarde un bébé quand il est photographié au flash, il fait ça. Tu lui brûles la rétine. Après, on lui offre une tablette à 2 ans, tu vois. Et en plus, il mange de la nourriture qui est dévitalisée. Donc, obligatoirement, il y a 10% d'enfants en plus chaque année qui portent des lunettes de vue. Tu vois. Et les gens ne se posent pas la question, oh, mais pourquoi? C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est normal. On bousille le sens de la vision de la naissance, ou presque
les mois qui suivent, donc c'est normal qu'ensuite il y ait une déficience. Et en plus, ce qui est à voir dans le monde est de moins en moins beau. Donc les gens n'ont pas envie de regarder ce qui est moche, tu vois. Donc ils perdent la vue. Tu vois, parce que ce qui est à voir, si c'est moche, ben, tu perds la vue, en fait. Voilà. Donc il faut voir du vert, il faut voir au loin, il faut voir du beau. Tu vois, il faut faire travailler les yeux, mais pas que les yeux, le corps, le psychisme, les connexions synaptiques et tout. Nous sommes un condensé alchimique extraordinaire, si tu veux. Et donc, plus on va dégénérer, plus on va vers notre propre fin de cycle, en fait. Parce que, voilà, il n'y a pas d'empathie. Là, au moment où je vous parle, toutes les 10 minutes, il y a un gamin qui meurt à Gaza. Toutes les 3 minutes, il y a un Africain qui se noie en Méditerranée. Toutes les 7 minutes, il y a un gamin qui meurt de faim, etc. Et nous, on est là, on déforeste l'Amazonie pour faire du steak de bœuf, tu vois, et compagnie. On continue. Et les gens ne changent pas, ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils sont tellement frustrés qu'ils en deviennent méchants. Oui, tu vois. Ouais, mais justement, voilà, c'est la question que j'ai. C'est ça qui est étonnant, c'est parce que quelque part, il y a des consciences comme ça qui émergent, qu'on va vers notre fin. Bon, puis on parle, on en entend parler, bon bref. Et en même temps, on continue. Oui. On continue. Et quand il y a des gens, par exemple, je pratique un petit peu comme toi, parce que je vais aussi dans les bois, mes voisins me disent, mais oui, tu es marginalisé, mais depuis toujours. Depuis toujours, regarde, le plus grand génocide de l'Occident, c'est la chasse aux sorcières. 30 millions de morts, entre le 11e et le 13e siècle. Toutes les femmes et tous les hommes qui étaient druides, chamans, sorciers, guérisseurs, etc., on les a exterminés parce qu'on a fait payer un impôt pour accéder au paradis. Ça s'appelait la dîme. Les seigneurs et l'Église se sont accoquinés pour te faire payer un impôt pour, soi-disant, accéder au paradis. Et tous ceux qui disaient, mais non, le paradis, c'est là. C'est maintenant, on les a nettoyés. Et même le yoga, pour tout vous dire, même le yoga est en danger. Parce que le yoga, moi je vois Lionel Coudron, tous ces gens, yoga thérapie. Ils veulent ramener le yoga à une thérapie. Le yoga, c'est pas une thérapie. Le yoga, c'est un système d'illumination. Non, c'est pas une thérapie. Yoga thérapie, yoga machin. Et donc, si le yoga va dans le sport, il va être foutu. Si le yoga va dans la médecine, il est foutu. Si le yoga va... faudrait, le mieux, ça serait que le yoga aille dans le ministère de la Culture, tu vois, pour qu'on le vive comme quelque chose qui est cosmogonique, tu vois, qui est complet. Mais même au sein du yoga, on voit qu'il y a de plus en plus de yoga matérialiste, en fait. Les gens pratiquent le yoga, mais ils font de la gymnastique, en fait. Et là, breath work, tu vois, ils respirent tout ça avec la bouche. Non, mais stretching postural, tu vois, c'est-à-dire sophrologie, tout ça, c'est né du yoga. Mais le reiki, c'est né du yoga. En fait, quand les gens connaissent le yoga, ils voient que c'est le berceau, la source de toutes les pratiques. Mais comme on divise le yoga pour se le réapproprier, tous les yogas sont Kundalini. C'est pas la peine d'appeler un yoga Kundalini. Tous les yogas sont Ashtanga. Tous les yogas sont... mais c'est yoga vinyasa, yoga machin. Alors moi, les gens, en début d'année, ils me téléphonent, ils me disent « Philippe, bonjour, qu'est-ce que vous proposez comme yoga ? C'est quoi votre yoga ?» J'ai dit « C'est pas mon yoga, déjà, petit 1. » Et j'ai dit « Le yoga que je propose, c'est du yoga. » « Oui, mais lequel ? Lequel ? » Mais j'ai dit « Mais il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul yoga, il n'existe qu'un seul yoga. » « Oui, mais j'ai vu dans le magazine de la mairie qu'il y en avait 30. C'est quoi le vôtre ? » Yoga. Alors, j'ai dit, mais venez, rien ne remplace l'expérience, venez. On fera un yoga, il ne faut pas que vous ayez d'attente, aujourd'hui ça sera comme ça, demain ça sera comme ça dépend de la lune, de mon humeur, de vous. Donc, ah bon, c'est bizarre, vous êtes le seul à me parler comme ça. J'ai dit oui, parce que les autres, en fait, ils mettent un préfixe ou un suffixe à yoga pour se le réapproprier. Et donc, en le divisant, ils le massacrent. Si yoga, ça veut dire... D'ailleurs, est-ce que le yoga a été traduit ? En russe, yoga, c'est yoga. En Inde, yoga, c'est yoga. En Chine, yoga, c'est yoga. En Allemagne, yoga, c'est yoga. En France, yoga, c'est yoga. Alors que le mot paix, le mot amour, ils ont été traduits. Le mot yoga, il est intraduisible parce qu'il est parfait, il est complet, il est total. Mais qu'est-ce qui fait que la conscience n'émerge pas ? Moi, je me dis, mais n'émerge pas parce qu'on sait qu'on va vers la fin. Alors... C'est la peur. La peur, les gens sont conditionnés à avoir peur, la peur. Les gens ont peur, donc quand ils respirent pas assez,
Ce que j'ai expliqué il y a 2 jours quand j'ai proposé le pranayama. Respirer, c'est mettre un espace de relativité entre tes pensées, mettre un espace de relativité entre la peur, entre une information qui t'arrive et la réalité. Covid. Au secours. Vaccin. Merci. Tu vois ? C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais par contre, si on dit Covid, c'est quoi le Covid ? Attends. Ah, c'est ça ? Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter, là. On peut se vacciner, on a le temps. Puis c'est quoi ce vaccin ? Tu vois ? C'est pour ça que ça va pas bien. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc comme ça va trop vite, les gens n'ont plus le temps d'agir, ils ont seulement le temps de réagir. Réagir, c'est pas yogique. Agir, c'est constructif. Nous devons nous réapproprier le temps. Donc plus tu pratiques le yoga, plus tu as le temps. Parce que plus tu respires. Tu vois ? Moi, en fait, je suis jamais pressé. Même dans l'urgence, je ne suis pas pressé. Et les gens, des fois, ça les énerve. Mais j'ai le temps. Je suis comme aux échecs. Je joue avec 2-3 coups d'avance. Tu vois ? C'est comme la montre. Les montres, moi j'avais un grand-oncle qui avait ce type de montre. Oui. La montre, elle ne marque pas les quarts d'heure. Elle marque le 12, le 3, le 6 et c'est ça. Point. Voilà. Voilà. Oui, c'est une montre qui était plus ralentie, mais plus accélérée que le soleil quand même. La meilleure montre, c'est le soleil et la lune. C'est celle qui nous a régi pendant 1 million d'années. Ça fait que 8000 ans qu'on est devenu fou. Hein. Parce qu'en fait, on est devenu fou, pour répondre à ta question, pourquoi hein, c'est-à-dire que dès qu'on a arrêté le nomadisme, on s'est sédentarisé. Donc sédentarisation, ça veut dire propriété. Donc propriété, ça veut dire peur de perdre ce qui m'appartient. C'est ma femme, c'est mon chien, c'est ma bagnole, c'est mon terrain, c'est ma terre, c'est ma maison, c'est mon compte en banque, c'est mon pognon, c'est ma vie. Donc on a peur de perdre tout cela et donc on devient fou. Et plus on est pressurisé par l'organisation sociale, en fait, plus on a peur. Et plus ça va vite. Et donc moins on est en empathie, bien évidemment. Il y en a un qui meurt là-bas, ah ben j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Café. Hein non, mais c'est ça. Je fais une caricature, mais c'est exactement ça. Et tout ce qu'on nous donne à voir et à vivre, c'est du speed. Hein, même dans le sport, partout, c'est speed. Ils sont tous speed. Regardez Sarkozy. Ils sont Macron. Comme ça, ils sont Chirac, il a perdu la boule. Alzheimer, c'est j'oublie toutes les merdes que j'ai vécues avant. Je redeviens comme un petit enfant, lavage du cerveau. Hein, c'est ça. Ça n'existe pas, Alzheimer, chez les Zoé. En fait, excusez-moi, hein, je suis trivial comme garçon, mais je veux dire, oublier sa vie, c'est parce que vous avez eu une vie de merde. Si à un moment donné, vous avez pu dire « je t'aime » à la personne que vous n'aimiez plus, vous n'aimiez pas, avec laquelle vous étiez en conflit, il y a un apaisement, donc il n'y a pas de raison d'oublier sa mémoire. Hein? Toutes les maladies là aujourd'hui, cardiovasculaires, le cœur. Ici, on meurt du cœur. Ça prouve bien qu'on n'a plus de cœur. Le cœur est sec. Poup, il pète. En Inde, ils meurent du ventre plus que du cœur. Parce qu'ils ont encore la peur inconsciente des famines. Le manque, tu vois. Mais nous, on meurt du cœur parce qu'on n'a plus de cœur. Ah, il se noie en Méditerranée, je m'en fous. Laisse-moi manger mon steak. Paf, le cœur, il pète, tu vois. Ou burn-out, tu vois, c'est-à-dire, la conscience disparaît, quoi. Ou alors anxiolytique, voilà. On neutralise le rêve pour éviter de libérer l'inconscient. 18 millions de Français. Alors, ils n'ont pas voulu dépénaliser le cannabis, par contre, les pharmaciens, ils t'en vendent du médoc hein, pour dormir. Hein. Etc., etc. Donc, bon. Et les animaux, eux, les enfants, les femmes, ils souffrent de tout ça. Il n'y a que les chefs d'entreprise, hein, et certains qui font du pognon, qui en bénéficient, mais tous les autres, en fait, ils... Et même eux, hein, Bernard Tapie, avant de crever, il a dit, mais en fait, j'ai peur. Ben oui, mais bon, t'as passé ta vie à courir après des trucs qui servent à rien. Ama, lors d'un enseignement, au sujet d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de tous les temps, hein, à l'échelle mondiale, si on peut dire, il arrive en Inde et il voit
un digambara, vêtu d'espace, un sadhu nu. Toi. Et le sadhu nu était comme ça, toute la journée. Et Alexandre, il passe devant avec sa garde, puis au bout du 3-4e jour, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a l'air béat, joyeux, il bouge pas, il est à poil, on le voit même pas manger des fois. Et donc le traducteur lui dit, lui c'est un vêtu d'espace, en fait c'est un méditant, il vit de l'air du temps, on lui donne quelques offrandes, il s'en satisfait. Ah bon, mais alors demandez-lui si on pourrait pas le ramener en Occident, j'aimerais bien le présenter aux foules qui viendront voir les éléphants, le safran, la vigne, etc. Alors le traducteur se penche vers le Digambara, et le Digambara il dit, ici ou ailleurs tout est un, je suivrai la caravane d'Alexandre mais à pied. Parce que je ne vais pas monter sur les chevaux ni dans les chars. Puis, le voilà parti sur le chemin du retour, et au bout d'un certain temps, le Digambara a une requête. Il dit, voilà, il s'adresse au traducteur, il dit, j'aimerais que le soir de la pleine lune, vous fassiez un grand feu, et qu'on y dispose des fleurs autour, et à ce moment-là, je transmettrai un message très important à votre chef. Il va vivre quelque chose dans 52 jours, sous une autre forme que ce qu'il va voir ce soir-là. Alors, ils vont voir Alexandre, ils disent, voilà, le yogi nu, là, il a quelque chose à vous dire, et il a demandé qu'on lui fasse un feu de bois, grand, ce soir-là. Alors, il dit, bon, de toute façon, il ne demande jamais rien, on peut lui faire un feu. Il dresse un feu énorme, le yogi est là, nu, il dit donc au traducteur, vous direz à votre maître que dans 52 jours, il va vivre exactement la même chose, mais sous une autre forme. Le moine avance, il s'assoit en lotus dans le brasier, il s'immole. Sous les yeux médusés de la garde d'Alexandre qui ne peuvent pas le retenir, quoi. Et donc ce moine s'était rendu compte qu'Alexandre avait contracté une maladie incurable en Inde et qu'il allait quitter son corps. Et il a su exactement combien de jours il lui faudrait pour quitter son corps. 52 jours plus tard, Alexandre le Grand meurt de la maladie incurable qu'il avait contractée en Inde. Néanmoins, lors de son enterrement, on verra, dans les rues de Constantinople, Alexandre le Grand, de son cercueil, faire sortir ses deux bras, à droite et à gauche, les doigts des mains ouverts comme ça. Et donc Amma, elle nous racontait ça pour aparigraha, non-attachement. C'est-à-dire que lorsque les prêtres lisent les dernières mémoires d'Alexandre, ils disent « Moi, Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de tous les temps, pour ce voyage-là, je pars les mains vides. » Et donc il a fait trouer son cercueil, et de son cercueil, on voit ses deux bras, les mains vides. Et il est mis en terre comme ça. Et la foule prend conscience que non seulement Alexandre le Grand a pris conscience qu'il ne pourrait rien amener dans l'au-delà, et la foule prend conscience aussi que ce n'est pas la peine de passer sa vie à la perdre pour accumuler des choses que nous n'emporterons pas. Que ce soit des émotions, des biens, etc. Aparigraha, non-attachement. Premier aspect, enfin, 4e ou 5e aspect de la première marche du yoga. Nous sommes éduqués dans la capitalisation, le capitalisme. Capitaliser, c'est ramasser. Et si on n'est pas rééduqué au partage et à... En fait, moi je suis venu là parce que je trouve que c'est quand même fabuleux que la mission védantique puisse, avec l'argent recueilli, offrir ces 3 journées. C'est vraiment une offrande, c'est un cadeau. Alors nous, on n'est pas payé, on est bénévole. Moi, je le fais avec cœur. Mais c'est merveilleux que le centre védantique offre ces journées de yoga. Et c'est comme ça qu'en fait, ça devrait fonctionner. Moi, je me souviens des textes anciens de l'Inde, c'était 30% de ta richesse, tu dois la redistribuer. Le véritable impôt, c'est celui-là. Le véritable impôt, c'est quand personne meurt de faim, quand on plante des arbres, quand tout est mis en place pour le bien de tous dans la société. Mais donc ça va de moins en moins bien parce qu'il y a trop d'individualisme. Et les seuls qui sont encore en mesure, au niveau du collectif, de faire des œuvres, là c'est voilà, la mission védantique. Et nous tous, voilà, nous tous individuellement.
à qui je file mon pognon. Est-ce que je file mon pognon à ceux qui torturent les animaux? Est-ce que je file mon pognon à ceux qui fabriquent des armes? Est-ce que je file mon pognon à ceux qui déforestent? Est-ce que je file... Voilà. Et si à chaque fois on est conscient de ça, mais quel grand yoga! On n'en a rien à foutre de mettre les deux jambes croisées derrière la tête. On n'en a rien à foutre, quoi. Il vaut mieux... Souvent les gens arrivent et me disent « Philippe, je suis raide. » Ouais, j'ai dit « Tu as un cœur ?» Oui, j'ai un cœur, bien sûr. Bon, ben, c'est super. Viens au yoga. Tu vois, viens, on va faire un grand yoga ensemble. Même si moi j'ai un yoga assez physique, mais pas que. Je m'en fous. Je sais que ce corps doit être en bon état pour que mon esprit soit en paix dedans. C'est tout. Donc plus mon corps me fout la paix, plus l'esprit est tranquille. Donc je veille à donner ce dont ce corps a besoin. De l'eau, des fruits, des légumes, des céréales, des belles rencontres. Basta, le reste, c'est pas nécessaire. Croiser deux jambes derrière la tête, on s'en fout. Mais bon, c'est vous, hein, et moi, et nous tous qui sommes les créateurs, en fait. Hein. Moi, je ne prie pas Dieu comme quelqu'un qui est à l'extérieur de moi. Je demande juste à l'univers de me donner la force de faire ce qui est juste, en fait, ce qui est droit, quoi. Bien sûr, après, il y a des images... tutélaires et des gourous qui m'ont influencé et qui ont été merveilleux. Bien sûr, heureusement, on a toujours des... Voilà, j'ai passé quelques années auprès de Chandraswami, incroyable. Même Anand Giri Baba, du fond de sa grotte, c'est juste de l'amour, quoi. Ama, etc., tous ces gens qui... Mais bon, ils ne sont pas différents de nous, on a le même potentiel. Nous avons tous la capacité de l'éveil et du partage, de la solidarité. Et... Voilà. Mais ça passe par des actions concrètes, quoi. C'est concret d'arrêter de tuer pour manger. C'est concret. Et c'est facile. Regardez comment on mange bien, là. Hein, c'est simple. On est largement sustenté. Hein, si vous voulez des conseils, on va dire, pragmatiques, associez céréales légumineuses. Au moins une fois par jour. Du riz, des lentilles, des pois chiches avec du blé, des haricots rouges avec du maïs. Au moins une fois par jour. Céréales légumineuses. Un steak de bœuf, 45% de protéines, 30% les lentilles, 30% le riz. Quand vous les associez, ça ne fait pas 60%. Ça fait 75-80%. Donc ça veut dire qu'un corps comme celui-là, il peut continuer à avoir une masse musculaire, un esprit qui fonctionne bien, une vitalité, en associant céréales légumineuses. Plus après, les algues. Hein. Un steak de bœuf, 1 hectare, 1 personne. Le blé, 1 hectare, 16 personnes. La spiruline, 1 hectare, 30 000 personnes. Là où vous mettez votre argent... Vous êtes solidaires. On pourrait être 20 milliards sur cette planète si on était tous végétariens et raisonnables. 20 milliards, tranquille. Mais là, on est 7 milliards, il y en a déjà 1 milliard qui souffre et qui ne mange pas assez. Parce que c'est la viande, en fait, qui tue. Hein. C'est trop. La viande et le poisson. Hein. Là, le poisson, maintenant, c'est fini, quoi. Le poisson, c'est du mercure, du plastique, de l'horreur. Ils étouffent dans les filets. Les poissons sont conscients. Moi, j'ai un lac chez moi que j'ai creusé en 2 ans, là, et j'ai des carpes dedans. J'adore pratiquer le yoga du froid. Donc en plein hiver, je vais me baigner, je me baigne tout le temps là-bas dans cette eau. Et quand je vais à l'eau, je me mets là, les carpes elles viennent. Mais c'est comme des chats, je les caresse. Coucou, alors, comment tu vas aujourd'hui? Elles viennent, elles se frottent comme ça. Je me dis, waouh, c'est des poissons, on dirait des sirènes, quelle conscience. Elles me reconnaissent, elles sont affectives, etc. Moi, j'ai pris conscience que, voilà, j'étais le chat, j'étais le cochon, j'étais la poule, hein, j'étais une partie de vous-même, quoi. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, c'est fini, je ne peux plus tabasser, torturer, embêter une partie de moi-même. Sinon, ben voilà, c'est de la souffrance, c'est de la souffrance, c'est de la souffrance. On souffre, on souffre, on souffre. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut prendre le temps d'échanger, hein, si vous voulez. Pour
continue dans le Oui. pragmatisme du conseil, là, tout à l'heure tu disais on mange 3 fois par jour et c'est beaucoup trop. Et hier tu parlais un petit peu d'une forme de jeûne intermittent, donc finalement tu préconiserais quoi? 2 repas par jour avec un... 2 repas, je trouve que c'est super. 2 repas par jour, c'est vraiment bien, parce que si tu manges par exemple à midi et le soir, pas trop tard, tu vas t'offrir, par exemple si ton dernier repas c'est à 20h ou 21h, tu t'offres de 20h à midi, en fait, donc 18h ou 16h de jeûne. Et ce jeûne-là, en fait, il va te permettre de digérer tes cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles mangent 5 fois plus que les cellules normales. Elles sont très intéressées par le sucre. Hein. Et donc, quand tu jeûnes 16 heures et plus, tu bouffes d'abord tes cellules cancéreuses. Tu les manges. C'est autophagie. Tu les manges. Et tu vas créer des cellules neuves. Et donc, du coup, toutes les cellules oxydées ou les cellules cancéreuses, en les mangeant, tu te régénères. Voilà, donc pour ça, l'intermittence, c'est intéressant. Sinon, Ekadashi, voilà, tous les 15 jours, une journée de jeûne. Mais donc là, tu préconises plutôt de sauter le petit-déj et pourquoi pas le dîner, par exemple? Oui, le dîner, c'est très bien aussi. Tu vois, ça dépend de ton organisation sociale. Aujourd'hui, en Occident, le repas, on va dire, le plus social, c'est le repas du soir. Parce que les gens rentrent du boulot, la famille, les enfants de l'école, etc. C'est le moment où on se réunit. Donc, malheureusement, pendant des années, les gens se sont réunis devant la télévision, ce qui est très nocif pour l'assimilation alimentaire. Pour les gens qui ont peur de manquer, mâchez. Hein, minimum 12 fois chaque bouchée. Quand vous liquéfiez vos aliments, vous avez à la fois le taux de satiété, parce que là, on a 15 000 petites ventouses sur la langue. Parce qu'une fois, il y en a qui disaient, oui, bah, tu vas en Inde, je ne sais pas ce que tu trouves en Inde, et tu te rends compte là-bas, ils bouffent encore avec les doigts. Puis un jour, je me suis dit, ouais, c'est vrai, ils mangent avec les doigts, pourquoi? Et je demande au Swamiji, pourquoi en Inde, en 2020, quoi, vous mangez encore avec les doigts? Il me dit, parce qu'ici, sur les muqueuses, c'est très fragile. Et il vaut mieux se brûler les doigts des mains que de brûler la langue. Car quand tu te brûles les doigts des mains, eh ben, c'est pas grave. Et tu sais, par avertissement, que la nourriture est trop chaude pour aller sur tes muqueuses. Par contre, quand tu te brûles la langue, si tu te brûles la langue 10 fois dans ta vie, les petits capteurs, 12 000, 15 000 petits capteurs sensoriels de ce qui te dit satiété bêta-carotène en l'envoyant au cerveau, sont abîmés. Donc tu vas manger plus que ce qu'il faut. 2 raisons de manger plus que ce qu'il faut: ne pas mâcher et brûler sa langue. Donc manger avec les doigts, c'est la façon de manger la plus intelligente, en fait. La plus moderne. Mais bon, il y a beaucoup de choses comme ça, incroyables, qui ont du sens dans les traditions. Donc, vraiment, vivre sa cuisine comme un moment de joie, de grâce, céréales légumineuses, donc spiruline, oléagineux, pistaches, noix de cajou, etc., comme ils font là dans le petit déjeuner. Manger avec amour, prendre le temps, ne pas manger devant les écrans, enfin tout ça vous le savez, mais c'est difficile à faire. Les gens sont comme ça, ils mangent comme ça maintenant. Ils font pas attention. Hein. Donc, et tout ça, ça vous nourrit, respirez. Hein. Je vous ai dit hier, première nourriture, l'amour, deuxième nourriture, la lumière, troisième nourriture, le souffle, quatrième nourriture, l'eau, cinquième nourriture, les aliments solides. Donc vraiment, la viande, ça arrive loin derrière, vous voyez, très loin derrière. Et un steak de bœuf, 72 heures de transit. Une pomme, 2 heures. Une madeleine, 3 heures. Donc ça veut dire, vous mangez de la viande 3 fois par semaine, vous n'êtes jamais en méditation. Vous êtes toujours en digestion. Toujours en digestion. Voilà pourquoi ils ont élaboré tout ça en Inde. Hein, ça a du sens. Comment on pourrait prendre le yoga sans le vivre, en définitive, hein, prendre le yoga pour ce qu'il est représentatif, quoi, mais pas d'un point de vue de sa réalité. Hein, on avait jusqu'à quelle heure? 10h30? Oui. Oui, tu veux dire quelque chose? J'ai une question. Merci beaucoup pour cette question de la responsabilité que nous on a pour un monde un peu meilleur.
je me pose souvent la question, merci de relever la question à propos de la banque, sans vouloir faire... À propos des Les banques, sans vouloir faire... des banques, oui, oui. Une banque qui est éthique, qui s'appelle Crédit Coopératif. Oui. Oui, il y a la Nef, Crédit Coopératif, il y en a quelques-unes. Non. Mais moi, la question que je me pose souvent, ça fait 5 ans que je n'ai pas pris l'avion. J'aimerais bien retourner en Inde. J'étais là en 2012 et je sais que si on ne mange pas l'avion pendant 1 an, mais on va en Asie aller-retour, ça peut être équivalent pour nuire la planète. Donc comment tu fais face à cette question? Tu veux retourner en Inde plus souvent? Ouais, c'est sûr. Donc si on veut être correct, c'est avec nous, je pense qu'on... C'est sûr. Après, encore une fois, tu vois, moi je procède pas de façon dogmatique parce que c'est trop castrant, c'est pas... Puis j'ai procédé comme ça quand j'étais jeune parce que j'étais un peu guerrier. J'allais au repas de Noël en famille et je leur présentais des vidéos d'L214, tu vois, et je disais ouais, la dinde, etc., le gavage du foie gras, tu vois, enfin. Et donc je me disputais avec mes oncles, avec tout le monde, en fait, c'était l'enfer. Puis à un moment donné, j'ai dit je change, j'ai fait des tartes au tofu, des tartes végétales, j'ai ramené du vin biodynamique, tu vois, et j'ai offert ça, et ils ont dit ah c'est bon et tout. Puis à la fin, quand ils étaient tous en syncope après le repas, à force d'avoir picolé, trop mangé, ben, je jouais avec les enfants de mes oncles et mes tantes, ils disaient ah toi tonton, t'es le plus gentil, toi tu manges pas les animaux, nous aussi, on les aime les animaux, mais ils nous forcent à les manger. Alors, et donc en fait, c'était tous les enfants de la famille, c'était mes potes en fait. Et puis après, toute l'année, ils emmerdaient mes oncles et mes tantes à dire oui, tonton Philippe, lui il est gentil. Et donc en fait, et tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas en Inde une fois par an pour recevoir des enseignements, pour te régénérer, etc. Dans l'absolu, tu vois, il y a des gens qui font Montpellier-Paris en avion tous les matins et tous les soirs pour aller bosser. Il y en a qui sont dans les jets privés énormes, juste pour aller, tu vois, se promener, faire l'anniversaire à New York, revenir. Alors, si toi, tu te contrains et tu culpabilises et quelque part, tu t'empêches aussi de vivre parce que tu veux rester dans une éthique absolue, c'est tout à ton honneur, mais si ça doit devenir frustrant, quelque part, il y a une justesse, tu vois. C'est-à-dire que si tout le monde fonctionnait comme toi en prenant l'avion une fois par an et en étant végétarienne pour compenser le bilan carbone, quelque part, ça serait très équilibré, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire là, je dis pas aux gens devenez végétarien. Je sais qu'il y en a, ça va être compliqué pour eux, ça va être long. Mais voilà, manger de la viande une fois par semaine, mais ça suffit largement, quoi, largement, tu vois. Tu vois, voilà. Donc après, la question, c'est toujours un peu, tu vois, l'équilibre. Puis des fois, bon, regarde, là, vous êtes 30. Hier, il y en avait 90 sous l'arbre, etc. Bon. Je me dis, j'ai pris le train pour faire Montpellier-Paris, mais il vaut mieux que ce soit moi qui prenne le train pour faire Montpellier-Paris et que je vois 150 personnes durant les 3 jours, plutôt qu'il y ait 150 personnes qui prennent le train pour faire Paris-Montpellier pour venir me voir. Tu vois ? Bon, ça aussi, c'est des... Voilà, on vit à une époque qui correspond à certaines réalités. Voilà. L'avion est de toute façon préjudiciable au niveau du bilan carbone, mais il n'est pas... Il y a des tas de trucs qui consomment à bloc, tu vois, et qu'on pourrait faire disparaître bien avant l'avion. Et de toute façon, même l'avion, ils vont le modifier. Tu vois, ils vont le transformer à l'hydrogène, etc. Ils attendent pour le moment parce que ça leur rapporte un maximum de thunes. C'est toujours une question de fric, tu vois. Moi, j'ai un ami qui a trafiqué, il s'appelle Michel Rosel, c'est un architecte de 78 ans, qui est un poète surréaliste, un architecte et un génie. Il roule avec son urine. Avec 1 litre d'urine, il fait 1000 km. Parce qu'il a trafiqué sa voiture pour rouler à l'hydrogène. Sauf qu'il a eu 40 fois l'armée, les flics, il a été menacé de mort, et qu'il n'a pas pu, quelque part, il ne veut pas vendre son brevet parce qu'il va être mis dans un tiroir comme... tous ceux qui ont fait Pantone, etc., ces gens-là sont morts, tu vois. Donc il dit, lui, il socialise, en fait, voilà, il socialise gratuitement, tu vois, ses recherches. Mais, voilà, l'éthique, c'est avec toi-même, avec les autres si tu dois leur nuire, et avec toi-même en termes de consommation. Donc, voilà, il faut gérer. Je veux dire que l'expérience que tu vas vivre en Inde, même avec l'avion, tu
redonner après. Voilà, il y a... Restituer, tu peux, Ouais. ça va servir au monde. Donc, C'est compliqué, mais voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en attendant pour le partage. Oui. Les 5 piliers. non, Amour, lumière, respiration, eau, nourriture. Et bon, ben, belle sadhana, bonne continuation et